Allez, c'est la dernière émission avant la trêve, mais promis, pendant la trêve, on vous laissera pas sans rien. Le grand reportage des Pistonnés qui sortira sur la chaîne Winamax, passera sur YouTube. Et on vous tiendra au courant, bien sûr, de toutes les informations sur nos réseaux sociaux pendant ces vacances d'août. Hamza Ramani, Brice Germain sont encore avec nous avant de vous laisser vous envoler, certains pour le travail, d'autres vers la plage. Je le sais. Ça va, les gars ? Très bien. Est-ce que vous êtes un peu ému de cette dernière émission, de cette première partie de la saison ? Vous êtes bientôt soulagé ? Soulagé. Ouais. Dis la vérité, ouais, je crois soulagement, le soulagement est une mise, je pense. Allez, on se casse là. Les gars, on devait d'ailleurs faire une dernière émission cool, un peu sympa. En fait, la semaine dernière, on vous a teasé, on vous a dit on va rigoler pour la dernière émission avant la trêve. Mais Fred a vu l'émission. J'ai dit, Sauf s'il se passe quelque chose. Et Fred a vu l'émission et il s'est dit non. Notre on va pas les laisser comme ça. Notre ami Frédéric Ferret, bien sûr, journaliste à l'équipe, qui a mis un bazar pas possible chez Alpine ce vendredi. La bombe chez Alpine est sortie. Le tweet de vendredi matin. Ouais. Ah oui, Le tweet de vendredi matin. Je me suis dit, on va abandonner le quiz, on va abandonner l'émission chapeau, on n'aura pas d'émission. Donc c'est une émission sérieuse aujourd'hui qui nous attend. Je propose de regarder le programme, les amis. Alpine, 100 jours et 100 projets. La bombe qui est sortie vendredi. Sans course, hein. Sans course, pardon. Oui, t'as raison. Sans course, oui, 100 jours, ça aurait fait. 100 jours, c'était plutôt à la présidence de la République. Le récit d'une démolition, un vendredi tout à fait particulier, puis on se posera la question ensemble de est-ce que ça va dans le bon sens. Frédéric Ferret, journaliste à l'équipe, Jean-Luc Roy, expert F1 chez RMC, vont venir justement embellir un petit peu ce débat. On va tout vous dire pour que vous compreniez tout sur le nouveau projet d'Alpine, même si on n'a pas encore tout compris nous-mêmes, mais on va en parler dans cette émission. Puis Margot va nous rejoindre, Margot qui va nous parler des champions moto qui se sont illustrés notamment en Formule 1. Ça va être une super chronique, on est très content en tout cas de la retrouver avant de partir en vacances. Les gars, est-ce que vous êtes prêts ? Le grand débat, le grand sujet, Alpine démolit son projet sportif et renouvelle en tout cas une nouvelle ère, on repart à zéro et on en parle tout de suite dans le débat. Avant de débattre ensemble, avant de peut-être s'opposer, peut-être qu'on sera tous d'accord sur le sujet, je sais pas, je vous propose les gars qu'on fasse un peu de décryptage pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame en ce moment du côté de chez Renault. Commençons avec ce petit rappel des faits, le récit d'une démolition qui a eu lieu vendredi, mais qui a commencé à partir du Grand Prix de la Hongrie. À l'époque, on le rappelle, le boss de Renault, Luca De Meo, tape du poing sur la table, excite Laurent Rossi qui est mis à l'écart. Une direction à deux têtes à ce moment-là est mise en place. On a d'un côté Philippe Krief qui devient patron de la marque, Bruno Famin qui prend la direction des activités compétition, ça on vous l'a très bien expliqué la semaine dernière, et puis vendredi, les conséquences de ce premier acte et les premiers choix forts aussi également de Bruno Famin. On a dans la matinée Pat Fry, le directeur technique, qui annonce son départ chez Williams le matin. Fin de matinée, l'équipe et son journaliste Frédéric Ferret, qui était en plateau avec nous il y a quelques semaines, qui annonce deux autres départs. Celui d'Otmar Szafnauer, le team manager, et celui d'Alan Perman, le directeur sportif d'Alpine F1. Une bombe qui oblige l'écurie à communiquer officiellement 1h30 avant le début des qualifications. Réunion de crise au fond du garage. Bruno Famin confirme devant tous les employés. Szafnauer et Perman quittent l'écurie à la fin de la course. Canal+ annonce dans la foulée que Bruno Famin assurera l'intérim d'Otmar Szafnauer en attendant de trouver son successeur. Tout est donc parti d'un scoop, les gars, un scoop de l'équipe, un scoop de notre ami Frédéric Ferret, une bombe qu'il travaillait depuis une semaine. Écoutez plutôt. En fait, ça date de la semaine précédente, au moment du départ de Rossi. On sent que tout est en train de changer à la direction. Je pense que Luca Di Meo, dont j'ai pas le numéro de téléphone et c'est pas grâce à lui que j'ai eu l'information, était en train de travailler à une restructuration de l'équipe. Et je pense que Bruno Famin, en étant nommé vice-président d'Alpine, c'était déjà un signe clair pour que Otmar Szafnauer quitte le navire. Ce qui a un peu tout décanté, c'est les infos que j'ai reçues de Enstone, disant que Alan Perman allait faire partie du voyage. Et le matin, le fait que Pat Fry parte chez Williams a été le dernier déclencheur de tout ça. Les gars, quelle a été votre première réaction en suivant les événements de ce vendredi ? Surprise, déjà le tweet de Frédéric qui annonce une bombe. Alors, il parle de grenade pour Rossi, puis il dit une bombe qui va arriver. Donc déjà, tu dis, oula. Donc non, effectivement, ça a été une grosse surprise, surtout que ça arrive pendant la séance d'essai libre. Donc ça prend un peu tout le monde de court. Je pense qu'Alpine,
j'en ai la certitude, la conviction en tout cas, qu'Alpine a été pris de court, qu'il comptait, je pense, officialiser tout cela à travers un communiqué après le Grand Prix de Belgique. Sauf qu'effectivement, Frédéric a sorti cette information et que du coup, comme tu le dis, en urgence, on a vu cette image sur Canal, cet attroupement autour notamment d'Otmar, mais pas seulement, pour, j'imagine, annoncer la nouvelle aux employés qui manifestement ne semblaient du coup pas au courant. Mais effectivement, déjà, première réaction, c'est la surprise. Moi, la mienne, ça va être l'absence de maîtrise plutôt. Je constate qu'encore une fois, Alpine nous démontre un manque de maîtrise dans les éléments qui constituent son projet. Aujourd'hui, c'est Fred qui a forcé Alpine à annoncer sa restructuration en nous communiquant derrière que la restructuration était prévue, que ça faisait partie du plan, qu'on entrait simplement dans la phase 2 du plan. Je ne suis pas sûr que tu recrutes des gens 18 mois avant le début d'une nouvelle phase pour au final les jeter. Je fais référence bien sûr à Mars Hafnauer. Je pense qu'on lui donne 5 ans de base. Oui, voilà. Et je pense que moi, je constate simplement en fait que on est pas patient, et 2, qu'on se rend compte vis-à-vis de cette impatience que on n'est pas capable à l'heure actuelle de fournir des résultats à la hauteur des ambitions de l'équipe. Sauf que quand tu changes de team principal 2 fois en 3 ans, quand tu changes ton line-up 2 fois en 3 ans, quand tu changes ton directeur 2 fois en 3 ans, que tu avais un patron qui est arrivé en 2020 ou 2019, je crois, Alain Prost, pour venir aider au développement de l'équipe, et que tu le sors au moment crucial, à savoir au début de la révolution, et qu'il va falloir avoir une expérience, et qu'au final, tous les gens qui font partie du board à ce moment-là d'Alpine n'ont pas d'expérience, si ce n'est Bruno Famin, mais qui a une expérience qui est principalement en usine ou en piste, mais pour d'autres disciplines. En fait, le plan, il n'existe pas vraiment. En fait, on met des patchs de nouveautés sur un plan, mais en fait, on met juste des pansements partout pour au final avoir un corps qui est toujours aussi mutilé. On n'a pas un nouveau corps, on n'a pas un vrai travail de fond, de base. Alors, aujourd'hui, est-ce que cette restructuration est un coup de pied dans la fourmilière nécessaire, et que c'est finalement un bordel qui est nécessaire à la renaissance de Renault Sport et d'Alpine? Peut-être. En attendant, ce qu'il démontre aujourd'hui, et il montre publiquement que c'était le caca. Exactement. Moi je rejoins Hamza sur ce que tu as dit sur la surprise. C'est que j'ai l'impression qu'on a mieux compris ce qui n'allait pas chez Alpine. Et notamment cette guerre Enstone-Viry, ouais. Enstone-Viry qu'on sentait, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau, mais quand même, quand tu vois ces 3 têtes coupées du côté de chez Enstone et le patron de Viry-Châtillon prendre la direction de l'écurie, c'est quand même assez étonnant, d'autant plus qu'on Safnauer a tapé sur Viry en disant ils sont pas capables de nous donner un bon moteur avec ces fameux 20 à 30 chevaux dont on parlait de déficit, et à l'inverse Famin qui dit ouais, mais à Enstone il y a beaucoup de dysfonctionnement. Rentrons les gars dans le détail justement avec cet homme. Tiens, regardez, Alan Perman qui est entre Fernando Alonso et Esteban Ocon. C'est un départ marquant quand même, c'est un peu l'âme d'Enstone, l'usine où est construit, on le rappelle, le châssis Alpine. Alan Perman qui siège depuis 1989, il était des 2 titres de Schumacher avec Benetton en 94 et 95, des 2 titres d'Alonso en 2005 et 2006. Perman, une perte qui pourrait faire du mal, comme nous l'explique justement Frédéric Ferret. Alors en fait, le problème venait du contrat d'Alan Perman, et en fait, quand j'ai sorti l'information, ils étaient en train de le signer ou de pas le signer. Donc ça a un peu compliqué les choses. Peut-être que Alan Perman, grâce à l'équipe, a gagné un petit supplément d'argent, ou on a perdu, je ne sais pas. C'est vraiment la pierre centrale de cette usine et de son fonctionnement. C'est lui qui a été l'élément clé de son fonctionnement en bien, mais également en mal peut-être. Donc je ne sais pas si ça va bouleverser en bien les choses, mais ça risque de causer un petit problème de reconstruction rapide, parce que il était vraiment beaucoup aimé, très influent. Éric Boulier me racontait, lorsqu'il a pris la tête de l'écurie qui s'appelait encore Renault et qui allait devenir Lotus, qu'au début il sentait bien qu'il fallait qu'il soit adoubé par cet homme-là et les gens qui étaient ses adjoints, et que ça lui a pris 2 ans avant de comprendre
comment pénétrer l'homme et savoir comment faire. Et à Enstone, on fait partie d'une petite confrérie qui se retrouve le vendredi soir dans les 2-3 pubs des villages autour d'Enstone. Et le jour où vous êtes invité à une bière du vendredi soir avec Alan Perman, vous comprenez que vous faites partie du club. On l'a bien compris, Alan Perman est la pierre angulaire de l'usine du côté d'Enstone. Est-ce que justement son départ peut provoquer une cassure, les gars, du côté anglais? Elle est déjà là, la cassure. Hein. Enfin, c'est de notoriété publique. Canal est plutôt proche d'Alpine. Franck Montagny, avant le départ du Grand Prix, a dit, ouvrez les guillemets, Alan Perman est la personne qui empêchait le dialogue entre Paris et l'Angleterre. Fermez les guillemets. Fin de citation, comme. Donc, voilà, si on écoute effectivement ce que dit Franck Montagny, ça ne peut qu'aller mieux. Donc, est-ce que se séparer d'une figure historique de l'histoire d'Enstone, parce que 34 ans, tu as cité le palmarès tout à l'heure, c'est que tu as connu quand même pas mal de choses. Honnêtement, je suis incapable de te dire si son départ peut être un bien ou un mal pour l'avenir de l'écurie Alpine en Formule 1. Moi, ce que je note, par contre, c'est que les décisions... du côté d'Alpine, on les a prises sans forcément essayer de ménager qui que ce soit. Voilà, Alan Perman, 34 ans, c'est dehors. Otmar Szafnauer, 18 mois, c'est dehors. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ne pas avoir tout annoncé avec Laurent Rossi. Parce que là, effectivement, tu le disais tout à l'heure, tu as l'impression d'un manque de maîtrise. Un an après l'épisode Piastri, où il y a eu ce communiqué, puis le tweet de Piastri, c'est vrai qu'au niveau de la communication, on a l'impression qu'Alpine ne maîtrise pas grand-chose. Juste une petite précision, Pat Fry, c'est une démission. Hein. Qu'on ne l'inclue pas là-dedans. C'est un départ volontaire vers Williams, Pat Fry. Hein. Oui, officiellement. Est-ce un départ James Foltz l'a confirmé en disant que ça faisait des mois qu'il discutait avec Pat Fry et que la situation interne chez Alpine saoulait Pat Fry au point où il voulait retrouver une structure plus organisée et notamment sous la houlette de James Wolf. Bon, on va croire James dans ces cas-là. Mais, même s'il n'est pas venu au Grand Prix de France. Ce que tu dis par rapport à la citation de James, tu dis Pat Fry semblait saoulé de l'ambiance du côté d'Alpine. Aujourd'hui, je ne comprends pas comment on travaille. Mais déjà, alors ça a gagné par le passé, mais je ne comprends pas le principe. Pas tant, 34 ans. D'avoir. Oui, enfin, ça a quand même gagné. Pour Perman, 2004-2005. 4 titres sur 34 2005-2006 avec Fernando Alonso. Mais je comprends pas à quel point on s'entête sur cette complexité d'avoir Enstone d'un côté et Viry de l'autre. Vous trouvez pas que ça fait un petit peu pas écurie constructeur? C'est-à-dire que moi, ça me rappelle Red Bull Renault. Ça me rappelle en fait cette entité qui rejette forcément la faute s'il n'y a pas de performance sur l'autre et qui ne se remet pas en question. Je me souviens du moteur Renault, de l'alternateur Renault qui était à chaque fois visé publiquement par Red Bull. À l'époque, c'était en 2012, je crois. Quand il y a ces problèmes où Sébastien Vettel arrache le titre en fin de saison. Mais effectivement, je vois pas d'écurie, je vois pas pourquoi est-ce que ça fonctionnerait. Et encore plus si maintenant tu as des problèmes. On en parlait avec Éric Boulier, c'était quand l'année dernière qu'on fait l'entretien avec Éric Boulier, où il nous expliquait que déjà il y a une différence de culture qui complexifie déjà les relations. Voilà, forcément. Alors, est-ce bien, est-ce mal? En tout cas, factuellement, il nous explique que c'est le cas. Lui a été patron de cette équipe. Et puis ensuite, tu disais tout à l'heure, Otmar Szafnauer, tu disais tout à l'heure, très justement, ils ne connaissent pas la patience chez Alpine. Sauf que sans patience, en Formule 1, tu ne peux pas réussir. La déclaration de Szafnauer est magique. Vous ne pouvez pas avoir un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Elle est magique, cette déclaration. Pour moi, je vais être très honnête, c'est la déclaration de l'année en F1, peut-être même en sport. Même tous les sports confondus. Je trouve cette déclaration incroyable, mais incroyable parce qu'elle est totalement juste. Mais oui. Surtout, c'est pas que la punchline qui fait que... Elle est violente, mais elle est très juste. Tu ne peux pas mettre 9 femmes enceintes et avoir un enfant en un mois. C'est effectivement ce qu'a subi Otmar Szafnauer. 18 mois, c'est impossible pour installer un projet. Et encore plus quand tu avais monsieur Laurent Rossi qui manifestement fourrait son nez un peu partout dans cette écurie. Otmar Szafnauer, moi je peux comprendre sa frustration. Quand tu te retrouves dans une situation où il a recruté, lui il l'a dit encore hier, je crois, à Sky Allemagne, il a déjà recruté des personnes qui vont travailler mais qui ne peuvent pas arriver aujourd'hui et qui n'arriveront qu'en 2024 ou même 2025 parce qu'ils sont bloqués par leur contrat au sein de leur écurie actuelle. Comment tu peux virer l'homme qui est potentiellement à la base de cette restructuration et de cette nouvelle histoire autour d'Alpine? Et en plus, à la base, on t'avait donné un plan sur 100 courses qui correspond à 5 ans, justement. Ce que tout le monde s'accorde de dire que c'est la durée
qu'il faut pour une écurie pour se construire et arriver à un objectif. Même c'est très stupide de l'avoir dit publiquement, mais c'est. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est 5 ans, et en l'occurrence, ça veut dire qu'ils étaient sur la philosophie assez juste de se dire on se donne 5 saisons pour arriver à nos objectifs. Parce que Sauf si tu qu'en dis. fait, pendant ces 5 saisons, il y a trop de trucs qui ont changé. Le line-up, les ingénieurs, le team principal, les dirigeants, la philosophie de l'écurie. Au milieu, tu as une révolution, un changement d'air. Quand Mercedes, ils arrivent en 2010, ils reviennent en 2010, ils se fixent 3 saisons pleines, 4 saisons pleines pour exister et développer un concept pour arriver en 2014 et tout matraquer. Quand Red Bull achète Jaguar, Christian Horner, au début, c'est un dirigeant de milieu de tableau. Toute l'écurie Red Bull est une écurie de milieu de tableau avec des moyens phénoménaux. Il n'y a pas de problème de moyens chez Red Bull à ce moment-là. Par contre, Shona, aujourd'hui, chez Alpine. Et arrivé en 2010, boum, on gagne. Chez Alpine, on veut gagner, mais j'ai pas l'impression qu'on est prêt à mettre énormément d'argent, en tout cas, comme le fait la concurrence. Ils en mettent quand même. Il y en a Ouais, mais d'oseille, hein. regarde, quand tu vois ce que met Red Bull, quand tu vois ce que met Mercedes sur ces sont au cap. 5-10 Ils sont- dernières non, mais ils années. sont au budget, Mais aujourd'hui, t'as le cap. Mais avant le cap. Oui, bien sûr. Non, Tu vois ce que complètement. je veux dire, Oui, il y a oui, plus t'as raison. d'excuses. Oui, mais T'as raison. aujourd'hui, il y Mais a à plus l'époque de d'excuses. 2005-2006, par exemple, c'est pas ceux qui avaient le plus gros budget, mais c'est ceux qui avaient été les plus intelligents au moment de construire la voiture. Mais parce que tu avais un homme au milieu de tout ça. On va en parler. On va en parler justement. Et on va parler. Vas-y, les excuse-moi. Juste belles pour revenir soirées du coup Portofino. sur Otmar, parce que je suis pas sûr qu'on en parle. Il va un très beau club à Monaco, on va y aller d'ailleurs. Un peu plus tard. Après demain. Otmar Szafnauer, 18 mois. Tu écartes une figure qui a une certaine expérience. Alors, il n'a pas eu que des succès. Il a fait Racing Point, hashtag Force India, hashtag Aston Martin, appelle ça comme tu veux. Mais si aujourd'hui, après 18 mois, chez Alpine, on prend la décision d'écarter un homme qui n'a pas eu le temps de mettre en place ses idées, et j'espère pour eux qu'ils ont déjà le successeur. Alors justement. Parce que je ne vois pas pour quelle autre raison au monde tu élimines Otmar Szafnauer si jamais tu n'as pas déjà son Sincèrement, recrutement et si son recrutement est un cador. Exactement. Parce que forcément, mais c'est une sincèrement, plus-value. la Si tu raison- vires Otmar, c'est que t'as mieux. La raison, c'est la brouille. Justement, les gars. C'est comme Piastri l'année dernière. Exactement. S'il dit non à Alpine, c'est qu'il avait déjà mieux. C'est qu'il avait déjà mieux à côté. Justement, les gars. Bruno Famin va assurer l'intérim. Qui est Bruno Famin, l'ex-boss de l'entité moteur, qui devient donc le team principal intérimaire en attendant de trouver une nouvelle recrue. Bruno Famin que nous présente justement un autre ami des pistonnés, c'est Jean-Luc Roy, l'expert F1 sur RMC. Bruno Famin est un ingénieur d'abord, donc c'est un homme qui a des qualités techniques, qui a prouvé chez Peugeot en participant, puisqu'il y avait là aussi une équipe avec lui, autour de lui, les victoires qu'on a pu connaître dans différentes disciplines, que c'était un homme de qualité. Maintenant, est-ce qu'il a les qualités pour mener, surtout que là, il n'a plus de fusible. Là, j'allais dire, ayant fait le vide, on a bien vu que les 2 personnes qu'on a fait monter autour de lui et avec lui, à mon avis, pour le moment, ils n'ont pas forcément démontré leur qualité. Ça fait beaucoup de monde qui n'a pas l'expérience de la Formule 1. La Formule 1, c'est encore autre chose. Puis le rôle d'un team manager et d'un patron de l'équipe, et il est plus que ça, puisqu'il est même patron de toute la compétition. Il était patron du département moteur de Viry, il est devenu patron de l'équipe de Formule 1, ça fait beaucoup de casquettes à la fois, je pense qu'il a 24 heures comme nous et 7 jours par semaine. Pour moi, ça fait beaucoup. Alors, je lui souhaite plein de courage et beaucoup de réussite, mais à mon avis, pas demain, pas demain et pas après-demain. Ça veut dire que là aussi, il faut s'inscrire dans une durée, et je pense que s'il n'arrive pas à attirer des gens capables, compétents, très rapidement, pour avoir pas des résultats demain non plus, mais des résultats éventuellement en 2026 maintenant, parce qu'on est mi-2023, maintenant il faut travailler pour le changement de réglementation 2026. Très rapidement, les gars, encore une réaction à chaud, toujours dans l'aspect décryptage. Bruno Famin, on l'a beaucoup entendu ce week-end sur les antennes de Canal. On a reçu le communiqué aussi également de Alpine, où il est beaucoup question de Bruno Famin. Est-ce qu'il vous a convaincu dans ses premières déclarations ? Non. Et toi ? Non, vas-y, je t'écoute, développe, parce que... Je suis tout. La question Non, mais est en fait, fermée. Oui et non, il m'a pas tu peux convaincu pas- parce que j'ai le discours de com et qu'il Non, répond pas aux mais questions. Il En fait, répond. il y a des individus qui sont plus ou moins à l'aise devant le micro. Aujourd'hui, Bruno Famin, il est l'homme qui représente Alpine. Voilà, c'est l'image d'Alpine. Aujourd'hui, il est obligé. Il est obligé d'aller devant les micros. Peut-être que ce n'est pas son exercice favori. Peut-être que dans sa communication, il a encore des choses à apprendre, manifestement. Mais oui, forcément, c'est un premier... Pour une première intervention, effectivement, tu t'attendais peut-être à autre chose.
Maintenant, je peux pas lui en tenir rigueur. J'attends de voir. Alors, on attend de voir. Bruno Famin, on rappelle, donc l'ex-boss de l'entité moteur, qui est passé notamment par chez Peugeot, l'endurance, le rallye notamment. Bruno Famin, qui ne devrait pas rester ad vitam aeternam, team principal de cette écurie alpine. Est-ce qu'on pourrait d'ailleurs avoir la nomination d'un nouveau team principal dès la trêve haussienne? Voilà l'avis de Frédéric Ferret de l'équipe. Bruno Famin nous promet un changement rapide. Donc, on voit qu'il ne plaisante pas quand il s'agit de changer. Le président est viré il y a une semaine, le team principal la semaine suivante avec le directeur sportif. Est-ce qu'on aura un nouveau team principal lorsqu'on viendra à Zandvoort? C'est possible. Effectivement, le nom de Mattia Binotto circule beaucoup. On sait qu'il est italien, que le directeur général de Renault est italien aussi, qu'ils ont travaillé ensemble autrefois. Donc, il y a cette possibilité. On sait que Luca De Meo aime bien s'entourer de gens de sa propre nationalité, comme Davide Brivio. Ça pourrait être... tout ça fait que ça fait sens. D'un autre côté, qu'est-ce que Mattia Binotto viendrait faire là? Se relancer, c'est une chose, mais est-ce qu'il aura envie d'aller à Enstone à un moment où ça va être compliqué de tout reconstruire rapidement? Il va falloir, en fait, on va redonner encore du temps. C'est-à-dire qu'on est arrivé en 2015 avec Renault, on a dit qu'en 2020, on se battrait pour des titres, puis Luca De Meo est arrivé et a dit on recommence tout à zéro et on se battra en 2025, mais maintenant... ça va être compliqué de se battre pour 2025. Si on repart de zéro, voilà. C'est un peu compliqué tout ça. C'est un peu compliqué tout ça. Le Mattia Binotto à la tête d'Alpine, team principal d'Alpine. Avant de prendre vos avis, on a posé la question à Jean-Luc Roy. Écoutez sa réponse. C'est un très bon ingénieur. Voilà encore un garçon qui était un ingénieur à la base, dont on a fait un team manager. Pour moi, je l'ai dit, c'est l'histoire du costard trop grand. Tu sais, c'est le fameux principe de Peter. Tout le monde a tendance à atteindre son niveau d'incompétence. Moi aussi, je mets tout le monde à l'aise. Donc ça veut dire que plus on acquiert des responsabilités, à un moment, on a beau être très très bon dans un domaine, en l'occurrence Mattia Binotto a été excellent en matière technique chez Ferrari pendant longtemps, pour moi, si on regarde son parcours, et peut-être on ne va pas laisser le temps à lui non plus, mais en tant que team manager chez Ferrari, c'est pas la meilleure période de Ferrari. Pour moi, il y a eu quelques erreurs, oui, de gestion, de management des pilotes déjà, de décisions à prendre. Donc, attirer Mattia Binotto, oui, c'est un nom. Il vient de chez Ferrari. On ne peut pas dire que c'est un mauvais. C'est pas du tout ce que je veux dire. Est-ce que Mattia Binotto également, qui a connu Ferrari, c'est-à-dire quasiment le meilleur de ce qu'on peut trouver dans le monde des sports mécaniques et de la Formule 1, peut trouver chez Alpine dans un contexte totalement différent, on rappelle quand même qu'il est italien, manager des Britanniques et des Français, à voir. Binotto chez Alpine, les gars, est-ce qu'on aurait l'esquisse d'un début de bonne idée? Non. En fait, il n'y a que des noms avec toi. Non, mais Jean-Luc le dit extrêmement bien. C'est un excellent ingénieur et arrêtez de vouloir le mettre à manager des gens. Encore plus des gens qui s'en sentent pas. Il peut aider sur le moteur quand même, alors, Binotto. Est-ce que lui à la rigueur? Est-ce que lui a envie de retrouver un autre costume que celui de team principal? Je te rejoins complètement. Écoute, je pense que non. Encore une quand fois, t'as connu le je ressors cette phrase quand t'as goûté au caviar. Est-ce que tu veux retourner aux saucisses? En l'occurrence, ingénieur technique en F1, c'est pas non plus les saucisses, mais c'est la bonne saucisse là. Mais pour le coup, est-ce que c'est un bon plan d'aller recruter quelqu'un qui justement en fait n'a pas su gérer des problèmes de tension et de pression au sein de son écurie? Alors après, il y a un truc qu'il a bien su gérer visiblement, c'est comment on parlait de Ferrari et la manière dont Ferrari devait communiquer, parce que effectivement rien ne sortait, rien ne fuitait, et lui savait tout allait dire, bien. Ouais, tout allait. Au moins lui, il tenait sa baraque en termes de com, même si c'était totalement bullshit et totalement désaxé par rapport à ce qu'on voyait en piste, et on n'était pas fou quand on voyait qu'il y avait du bordel et de la tension et de la fébrilité chez les ingénieurs. Mais en tout cas, non, ça peut pas être un bon plan au poste de team principal. Mais il a pas le droit d'avoir changé, Mattia Binotto, d'avoir appris de ce passage chez Ferrari. Et là où je trouve extrêmement dur, Brice, c'est que je le dis et je le répète, Ferrari, c'est
une écurie totalement différente des 9 autres. Mais Ferrari, Alpine aussi, avec cette entité bicéphale. Non, oui, alors sur ce point, d'accord. Mais Ferrari, c'est l'écurie d'une nation. Encore une fois, la pression en Italie, excuse-moi, tu sais très bien, tu parles italien, tu lis l'italien, tu lis les, Je parle les journaux. italien, donc Non, mais tu lis les journaux italiens. T'aimes les pizzas, il paraît. De toute façon, Ferrari, allons-y dans les clichetons. Ferrari, c'est la seule écurie où, au lendemain d'un succès, d'une contre-performance, ça fait la une des médias, des journaux en Italie. La Gazzetta, le Corriere, ce que tu veux. En France, quand on a des victoires, c'est extraordinaire. Mais si là, on prend l'équipe, ça fait la F1, pardon, ça fera pas la une. Alpine, ça ne fera pas la une. Si tu vas en Angleterre, McLaren, ça ne fera pas la une après des bonnes performances ou des moins bonnes performances. Ferrari, c'est l'équipe nationale, je le répète souvent, c'est l'équipe nationale italienne qui est en Formule 1. Gérer Ferrari, ce n'est pas gérer une autre écurie. Là où je te rejoins, c'est que la particularité d'Alpine, c'est qu'effectivement, tu as 2 têtes, une en France, une en Grande-Bretagne, ce qui là aussi est quasiment de l'inédit. Ça aussi, ça l'est. Hein. Au niveau de deux entités, 2 têtes qui ont un tel pouvoir. Parce que sinon, on peut parler de Haas, on peut parler. Mais là, en l'occurrence, on parle pas de moteur. On parle pas de. On a Viry et Enstone qui limite se tirent dans les pattes. À ce niveau-là, c'est effectivement inédit en Formule 1. Mais en termes de pression, je pense que tu en as beaucoup moins à gérer Alpine qu'à gérer Ferrari. Quand tu as goûté Ferrari, je pense que tout te paraîtrait plus simple. Mais au vu du passage qu'il a eu, en fait, est-ce qu'il n'a pas un autre type de pression qui est celui de la réputation qui s'est faite Enfin, il va arriver, tout le monde va le regarder en faisant. Tu vois, enfin voilà. Mais attends, il faut une poigne là à un moment donné chez Alpine. Mais est-ce qu'il y en a de disponibles? Des gros noms. Alors, je suis désolé, mais un gros nom ne devient un gros nom qu'en faisant des choses qui le rendent grand nom. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce que tu as le temps, on n'a pas laissé 18 mois à Sassenauer, est-ce que tu as le temps d'installer quelqu'un sur 5 ou sur 10 ans qui deviendra un Christian Horner? Mais t'as besoin de prendre le temps. Oui, mais ça, manifestement, Alpine, on ne le comprend pas. Tu disais tout à l'heure, il n'y a pas la patience. Ils patience. seront jamais champions alors. En fait, c'est pas en ramenant 15 milliards plus les Avengers des grands dirigeants qu'en un an, la voiture gagnera le titre du championnat du monde. On le voit dans d'autres sports. C'est un penalty camouflé pour le Paris Saint-Germain. On le faire aussi. Non, mais c'est vrai que culturellement, on peut quand même avoir un doute sur Binotto à Enstone, c'est-à-dire un latin dans une ambiance très anglo-saxonne. En fait, la solution, il faut un mec. Flavio Briatore l'a bien fait. Il faut un chef pour cheffer. Je reprends les termes de notre cher Jacques, mais il faut un chef pour cheffer et là, en l'occurrence, il y a plein de petits chefs qui font une guerre des clans et il faut un fédérateur. Et on a besoin que cette entité bicéphale soit une fédération de deux entités indépendantes qui se joignent dans un but commun. Et à l'heure actuelle, ça n'est pas le cas. Tout le monde tire à boulet rouge au-dessus de la Manche pour dire c'est leur faute, c'est machin. Il faut qu'il y ait un mec qui arrive et qui dise « Oh !» C'est comme ça qu'on va fonctionner et vous vous mettez tous au pas. Et il n'y a pas une écurie qui fonctionne sans un mec comme ça à sa tête ou une femme. Tu mets qui tu veux, je m'en fous, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui ne se laisse pas servir de fusible comme Otmar Szafnauer a servi de fusible au moment de l'affaire Piastri, alors qu'il aurait dû dire à Laurent Rossi « Oh, tu te mets devant les caméras au moment où ça gagne, va devant les caméras au moment où ça gagne pas. » On a besoin d'un team principal qui soit un team principal et pas quelqu'un qui soit là pour faire du management à 2 balles et apparaître devant les caméras et servir la soupe que la communication lui dit de dire. J'ai besoin d'un Flavio Briatore qui se pointe et qui... Excuse-moi de te couper, tu marques un point très important, on ne l'a pas signalé, parce que là je pensais au dilettantisme et je voulais justement... Mais si ça a été validé par la communication d'Alpine, c'est vrai que moi, à chaque fois, je me focalise uniquement sur Laurent Rossi parce que c'est lui qui balance ses propos à l'époque, c'était à Miami, c'est ça? Ouais, tout à fait. Mais est-ce que ça a été validé par Alpine? Parce que si c'est validé par Alpine, c'est qu'il y a peut-être aussi un problème de communication, je sais pas. Bien. Je pense que tout le monde était muselé, sauf Laurent Rossi. Je te dis, à mon sens, c'est la guerre des petits chefs de tous les clans. On a Alpine d'un côté, on a Renault Sport, on a Viry, on a Enstone. En fait, ça bosse pour sa gueule. En fait, c'est bien la preuve du constat qu'on disait tout à l'heure. C'est pourquoi on a été surpris, parce qu'on en a appris plus à partir de ce vendredi. C'est peut-être aussi le constat que là, on a la marque qui reprend la main sur l'écurie et qu'on a une entité comme Enstone qui n'a peut-être pas un sentiment d'appartenance à Renault et Alpine qui existe. Quand on prend l'histoire de Enstone c'est Benetton, c'est Lotus. Exactement. Lotus, Benetton, Tollman, Renault, Renault, etc. Si demain il y a un One GP qui arrive, sans doute qu'ils seraient OK, les mecs. Hein, et c'est là on arrive, je pense, au nœud du problème. Alors je sais pas à quel point cette option elle est viable, réaliste, réalisable ou non. Pour moi, il va falloir se séparer définitivement d'Enstone. Voilà, il y a une écurie. L'écurie, à la base, c'est Renault.
C'est une écurie française. Depuis- Non, je suis pas d'accord. L'écurie, à la base, c'est l'usine d'Enstone, peu importe comment elle a été nommée. Hein. D'accord, alors dans ces cas-là, je pars du principe qu'il va falloir séparer les deux entités définitivement. Et si Renault veut son équipe en F1, Alpine ou Bah, autre, tu sais quoi? pourquoi ne pas partir sur Viry? Eh ben, c'est très bien que tu dis ça, parce que justement, on va rentrer dans le dernier axe, les gars. Le dernier axe, c'est justement, est-ce que vous êtes rassurés ou inquiets après le remaniement de ce vendredi? Je commence à avoir quelques petits indices de ce que vous pensez. On prend l'avis de Frédéric Ferret et Jean-Luc Roy pour conclure avec eux, et après, on en parle ensemble. C'est vrai que ça ressemble quand même un petit peu à un coupage de tête. Moi, ça me rappelle la Révolution dans ce qu'elle avait d'horrible, c'est-à-dire qu'on fait tomber les têtes dans la poussière. Bon, le problème, c'est qu'une équipe de Formule 1, ça se construit au fur et à mesure. Il y a quand même une homogénéité à trouver. Il y a quand même, là aussi, il doit y avoir un chef qui donne une impulsion. Là, pour des raisons diverses, on a bien compris qu'il y avait eu quelques révolutions de palais, j'ose quand même le dire. Là, on a eu, la liste est tellement longue de tous les gens qui sont partis. On se rappelle évidemment avant Cyril Abitboul, Budzinski, enfin la liste est c'est terriblement longue. Que moi je crains que cette équipe soit un petit peu désorganisée maintenant, parce que ce sont des cadres quand même, des cadres même supérieurs, des gens solides pour certains. On peut éventuellement, par exemple Pat Fry, bon il a fait trop de temps, je crois que c'est lui qui avait de toute manière choisi de partir chez Williams. On peut changer les têtes. Là, je crains malheureusement qu'on ait un petit peu vidé la coquille et un petit peu trop vite. Et je crains que l'impulsion qu'il avait pu y avoir, qui pouvait permettre d'essayer d'envisager de conserver cette 4e position, ce qui était quand même l'objectif de départ, 4e au championnat constructeur la saison précédente, ça me paraît déjà inatteignable. Donc avec cette valse des têtes pensantes, ça me paraît absolument impossible aujourd'hui. Alors, je dirais moins que c'est une victoire de Viry contre Enstone. Je dirais juste que c'est une volonté de la marque et donc de Renault de reprendre la main. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de le faire. En tout cas, ça va créer un électrochoc. Le problème, c'est que cet électrochoc risque d'être un tremblement de terre et que, en voulant peut-être aller trop vite, ça risque de fragiliser encore plus le moral. Maintenant, on parle pas de ce jeune qui est derrière et qui vient pour remplacer Alan Perman. Il y a aussi le fait d'avoir peut-être une structure qui avait pris trop l'habitude de fonctionner selon un modèle peut-être trop ancien. Je ne suis pas à la tête d'une écurie de F1, donc je ne sais pas comment chacun fonctionne, mais c'est des vieilles habitudes qui sont peut-être encrustées, et avoir un jeune comme Julien Rouz va peut-être apporter du sang neuf, des idées neuves. Peut-être que c'est lui qui pourrait devenir d'ici 1 an le team principal si tout fonctionne. Je ne sais pas. C'est un gros, on va dire un gros coup de pied dans la fourmilière. Un gros coup de pied dans la fourmilière pour Fred, on l'a vu, hein. Personne n'est rassuré véritablement par ce remaniement, même s'il y a une petite note d'optimisme de la part de Fred Ferret, on l'a vu à la fin de cet extrait. Hamza, pour toi, la solution, c'est de se séparer de Enstone. Tu l'as dit, créer peut-être... Enfin, j'ai pas la prétention de dire c'est Non. la solution, mais je peut être une pense esquisse, qu'à un en tout moment, il va falloir régler définitivement ce problème. Alors, on me dit que, encore une fois, je reprends les propos de Franck Montagny. Il dit que Perman était le problème. Il n'y a pas de problème. Si Perman empêchait le dialogue entre Paris et l'Angleterre, j'espère qu'ils trouveront une solution. Maintenant, le projet Alpine, il est mort. Le projet des 100 courses, on va être clair, il est mort. L'ancien projet, tu veux dire. Je ne vois pas dans quel monde aujourd'hui Alpine peut réussir son objectif de titre mondial dans les 100 courses. Pas 120, 100 courses. On m'a dit 100 au début, je reste sur les 100 courses. Comme le disait Jean-Luc, il y a 2026. Si tu bosses très très bien pour 2026, t'as pas la certitude de gagner, de performer. Par contre, si tu bosses pas bien, t'as la certitude de rester en seconde partie de tableau. Moi, ce que je pense sincèrement, c'est que Enstone, Viry, on en entend parler depuis des années, depuis des décennies. Depuis des décennies, on entend qu'il y a des tensions entre les deux. Quand Éric Boulier, et c'est monsieur Éric Boulier qui a bossé là-bas, nous dit que il a eu du mal à comprendre, tu le disais tout à l'heure, il lui a fallu 2 ans pour... pourquoi ne pas vendre Enstone, je sais pas, une autre écurie. Il y a Andretti, qui en plus, paraît-il, ils vont avoir un moteur Renault s'ils rentrent en F1. complètement. Tu vends Enstone à Andretti, toi tu te concentres sur Viry, et derrière, après, bon, il faut un recrutement massif, effectivement, pour ensuite construire une voiture et récupérer peut-être, je sais pas, mais il y a trop d'excuses aujourd'hui. Voilà, ça fait 15 ans, 20 ans que j'entends Enstone Viry. C'est une excuse. Et en 15 ans, 20 ans, tu n'as pas cherché à régler ce problème. Alors, si Alan Perman était le problème, j'attends de voir. J'ai envie de donner la chance à la nouvelle direction.
Mais il va falloir de la patience. C'est ce que disait Brice. Et chez Alpine, j'ai l'impression que la patience, c'est pas le maître mot. Le projet est mort, Brice, ou on peut avoir un petit peu d'optimisme avec peut-être les annonces qui vont arriver dans quelques jours, quelques semaines? Le projet tel qu'on nous l'a vendu avec Laurent Rossi, oui. Je ne m'attends pas à voir Alpine champion dans 45 courses. Donc c'est clair et net que ça, oui. Après, encore une fois, le coup de pied dans la fourmilière, là, c'est même un abcès de crevé. C'est-à-dire qu'on avoue tout ce qui va pas, tout ça, machin et tout. Je me souviens d'une psy qui disait ça. Elle dit, quand tu sors les poubelles, après les avoir laissées longtemps dans l'appart, au moment où tu les sors, ça pue. Et il va falloir un peu de temps avant que ça ne pue pas. Pas mal, la psy. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais c'est par rapport... C'est 70 balles. Hein. Mais non, mais c'est mais pas c'est ça. intéressant, C'est que quand, en fait... Non, mais c'est comme Otmar Sasnoer, la punchline, elle est... Quand tu règles des l'as problèmes que tu avais enfouis depuis longtemps, au moment où tu les règles, ça fait mal. Et il va falloir du temps pour, derrière, assainir les choses. Néanmoins, là, alors, sans faire l'affiliation aux personnes liées, hein, mais on a sorti les poubelles. On a dit, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ça veut pas dire qu'on va pas en recréer des pires pour la suite. Je dis juste que là, pour le coup, on arrête de laisser moisir quelque chose. La communication, je la trouve très mauvaise dans la manière dont ça a été fait ce week-end, mais ça, c'est grandement dû au fait qu'ils ont été pris de court par l'article de l'équipe et de Fred. Maintenant, qu'il y ait du changement à un endroit où ça va pas forcément dire que ça va aller mieux, mais ça ne peut qu'être bénéfique pour une écurie qui a vu Aston Martin et a vu McLaren leur mettre une seconde d'un coup d'un seul avec de nouveaux packages, et que l'objectif qui était d'être 3e au championnat en début de saison, ou en tout cas de se rapprocher ou de casser ce plafond de verre, aujourd'hui, il a été réalisé par 2 écuries qui ne sont pas alpines. Donc oui, changer, peu importe la manière, en fait, si tu fais table rase et tu as une politique de terre brûlée, quelque part, ça peut être bénéfique, mais je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je dis juste, je constate que Luca De Meo a pris conscience des problèmes, qu'il a viré un paquet de monde, et que maintenant, on doit partir d'une feuille blanche. Mais il ne faut pas repartir sur les mêmes erreurs sur cette feuille blanche et laisser effectivement 4-5 ans à un board, à une orga qui pourra tenir ces 5 ans ensemble, arrêter les inimitiés Prost-Rossi, arrêter les inimitiés Perman-Viry. Il faut que les gens qu'on va mettre en place soient capables de bosser ensemble au moins 5 ans, au moins une décennie, pour mener un projet à son terme. Là, on a commencé plein de films chez Alpine et on n'en a pas fini un seul. Et je dis Alpine et Renault. On n'a pas fini un seul film depuis le retour de Renault en Formule 1. Et Flavio Briatore est resté longtemps, Christian Horner est resté longtemps, Toto Wolff est resté longtemps. Tous ces gens-là ont gagné des titres. Exactement. Juste une dernière réaction, et promis, je te donne la main, Hamza. C'est juste pour vous donner une dernière bille, vous relancez une dernière fois la déclat d'Alain Prost, le billet d'humeur d'Alain Prost dans l'équipe. Je vous ai gardé ce court extrait. Alors, j'ai les yeux un peu trop petits, mais je vais vous la... Non, mais t'inquiète, on la voit la bombe. Je vais vous la trouver. Ouais, c'est une vraie bombinette, hein, une belle bombe, J'ai jamais entendu parler comme on les aime. Et voilà ce qu'il dit dans l'équipe, Alain Prost. Je crois simplement qu'il faut s'appuyer sur l'histoire pour comprendre l'erreur. Combien de fois ai-je entendu dans les couloirs du siège de Renault à Boulogne-Billancourt que la F1 était un sport simple qui pouvait être dirigé de la maison par des hommes en place. Grossière erreur, comme le prouve le dernier des dirigeants, Laurent Rossi, dont Luca De Meo s'est séparé il y a une semaine. Rossi est le plus bel exemple de l'effet Dunning-Kruger, celui d'un dirigeant incapable qui pense pouvoir surmonter son incompétence par son arrogance et son manque d'humanité à l'égard de ses troupes. Celui qui fut le patron d'Alpine pendant 18 mois a cru avoir tout compris d'entrée alors qu'il s'est totalement fourvoyé. Son management a brisé l'élan lancé en 2016. Si vous regardez quand Renault a connu le succès, vous trouverez un homme, Flavio Briatore, et un pilote de légende, Fernando Alonso, soutenu par un management, c'était Patrick Faure et Louis Schweitzer à l'époque, qui à l'époque appliquait cette philosophie de la prise de décision rapide par des spécialistes. Une tribune au vitriol. Si je suis Alain Prost, les gars, c'est peut-être pas la fin de tout espoir. C'est juste d'attendre, de voir qui va être nommé à ce poste de team principal et voir si cette personnalité aura les pleins pouvoirs, le temps nécessaire pour appliquer un prochain plan, sans doute sur son cours. Alors, contrairement à Laurent Rossi, Philippe Krief aurait promis de ne pas s'immiscer dans les affaires Formule 1, ce qui déjà est un bon point. Maintenant, moi, je vais être très honnête, j'ai aucun espoir à court terme. Tu le disais tout à l'heure, Renault, c'était Renault, je crois encore à l'époque, fin 2020,
ça joue des podiums plus ou moins à la régulière. Bien sûr. Aujourd'hui, On retrouve le goût du podium. C'est derrière Red Bull, derrière Ferrari, derrière Mercedes, derrière Aston Martin, derrière McLaren. Ce qui veut dire qu'à la régulière, tu marques pas de points. Ce qui veut dire qu'à la régulière, tu n'entres même pas en Q3. La déchéance de cette équipe, elle est terrible. Alors, Laurent Rossi en a pris pour son grade. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission la semaine dernière, si ça vous intéresse, je vous invite, parce qu'on avait fait un peu le bilan de Laurent Rossi et on avait déjà parlé pas mal de la situation d'Alpine. Allez voir le débrief la semaine dernière sur Alpine. On va pas revenir sur ses faits Bien d'armes à Laurent Rossi. Mais effectivement, tu te rends compte que tu as perdu 3 ans et que à cause de ces 3 années de perdu, bah, tu repars sur 2, 3, 4 ans peut-être que tu vas perdre dans les prochaines années parce qu'il sera impossible, encore une fois, moi je vois pas comment est-ce qu'une écurie qui est 6e, 7e, qui n'a pas d'individu fort pour son nouveau projet, va pouvoir performer aussi rapidement que dans un laps de temps. Encore une fois, 2026, c'est dans le meilleur des cas et moi ça me semble extrêmement optimiste. Et tu vois, un mec comme Fernando Alonso, il demandait que ça. Il demandait que ça, hein, ce projet sur 100 courses. Il demandait que ça, d'arriver à un moment donné au bout du projet, quitte à comprendre que le projet en 2020, pour lequel il a signé, hein, c'est celui qui faisait des podiums en fin de saison 2020 qu'il a signé, Fernando Alonso. Hein. Il avait accepté cet état de fait qu'on ne pourra pas refaire pareil parce qu'on repart sur quelque chose de nouveau avec Alpine, avec un nouveau board, qu'on change des choses. Il avait accepté ça, il avait mangé son pain noir pour au final ne pas être considéré en juillet 2021. Et tu avais un de ces hommes forts là. Aujourd'hui, tu n'as plus d'hommes forts. Alors, sans manquer de respect à Esteban Ocon et Pierre Gasly, ils ne sont pas dans l'expérience et dans tout ce qu'ils peuvent apporter en termes de poigne. Fernando Alonso. Pas encore. Pas encore, tout du moins. Et aujourd'hui, tu vas te retrouver avec un board qui n'a plus aucune tête forte. Exactement. On attend. Ouais, Très rapidement pour conclure. Mince, mais dans d'autres choses. Tout à l'heure, je disais que Sasnauer disait hier à la Sky, dimanche à la Sky, qu'il avait déjà entrepris les signatures pour pas mal d'individus chez Alpine, qu'ils arriveraient en 2024-2025. Ces individus qui vont arriver en 2024, en 2025, il va aussi falloir qu'ils apprennent comment fonctionne la maison Alpine, la complexité entre Viry et Enstone, l'adaptation, enfin, faut pas s'attendre à ce qu'il soit tout de suite opérationnel. L'adaptation peut prendre 2-3 mois, peut prendre 6 mois. Ils peuvent être refroidis de ce qui s'est passé là aussi. Hein. Peut prendre 1 année, 2 années. Après, je sais pas si les contrats ont été signés ou pas. Et si c'est le cas, je sais pas à quel point ils peuvent se désengager de cela. Par contre, Otmar, il a clairement laissé sous-entendre qu'il avait plus ou moins un poste qui l'attendait au sein d'une nouvelle écurie qui devait arriver pour lui et qu'il allait construire au sein de cette future écurie ce qu'il n'avait pas pu faire chez Alpine. Exactement. Les amis, voilà, vous avez toutes les infos. Maintenant, on attend les infos à venir, c'est celle d'Alpine. Et qui sera le team principal, qui remplacera qui et quels seront véritablement les gros contours de ce nouveau projet. Vous nous dites ce que vous en pensez, bien évidemment, en commentaire. Et on vous répondra, même si on est sur la plage et en vacances. On continue la discussion entre passionnés de Formule 1. La Formule 1, on tourne la page et on va accueillir tout de suite Margot pour la chronique moto. Et Margot nous a rejoint. Salut Margot, comment ça va ? Super, et vous ? Ouais, très bien. Tes vacances touchent à sa fin, mais je crois que tu n'as pas eu beaucoup de vacances, tu nous disais la dernière fois. Hein. Non, pas beaucoup, mais bon, nous au moins ça reprend. Vous partez en vacances et nous ça reprend ce week-end, tout juste, à Silverstone. Exactement, à Silverstone, la trêve estivale donc, qui touche à sa fin du côté du MotoGP. Les calendriers sont plutôt bien faits, hein, Margot, puisque les pilotes ont de quoi s'occuper en regardant la F1 pendant leurs vacances d'été. Il faut dire que les pilotes des deux disciplines se regardent beaucoup, s'observent, s'apprécient. On en voit beaucoup, notamment dans les paddocks F1, à tel point qu'on a pu voir justement des pilotes moto passer en F1. C'est le sujet du jour que tu vas traiter. Et le plus connu d'entre eux, c'est John Surtees, qui est le seul pilote à avoir été champion du monde en moto et en Formule 1. Son premier titre en moto, c'était en 500 cm3 en 1956 et il avait 22 ans. Donc déjà, ça donne une idée sur le talent du pilote et il y a 6 titres qui suivront en comprenant l'autre catégorie dans laquelle il courait en 350 cm3. Et l'Anglais, il dominait clairement son sport. Il aurait pu continuer ou bien prendre sa retraite, mais à 26 ans, tu as besoin de défis, tu as besoin de nouveautés. Donc, il lance sa carrière automobile en 1960. Et quelques années après, il devient pilote en Formule 1 chez Lotus, et à côté d'un certain Jim Clark d'ailleurs. Donc, il fait de très très bons débuts parce qu'au bout de la deuxième course, il est déjà
sur la deuxième marche du podium et après il signe une pole position. Il faut aussi rappeler que ce pilote, c'était quelqu'un qui baignait dans la mécanique depuis tout petit. Il a eu un diplôme d'ingénieur. Donc déjà, il avait cette capacité en plus de pouvoir mieux régler une voiture, de pouvoir mieux la confectionner. Et les portes de Ferrari s'ouvrent à lui en 1963, après tous ses bons résultats, et il décroche le titre de champion du monde en 1964, avec seulement 2 victoires. Et c'est comme ça qu'il devient l'une des plus grandes légendes des sports mécaniques. Alors il faut rappeler aussi que à cette époque-là, c'était pas aussi professionnel, il n'y avait pas autant d'argent, donc c'était peut-être un peu plus simple. Mais je pense que ce qui l'a aidé le plus, c'est son caractère. Parce que certes, il n'avait pas forcément l'étoffe d'un pilote Ferrari comme on peut le connaître maintenant, mais c'était un personnage assez particulier, qui était très exigeant, perfectionniste, et qui avait aussi besoin de tout faire, à tel point qu'il a monté son écurie en 70, et qu'il a lui aussi fait rouler un ancien pilote de moto, qui s'appelle Mike Elwood, et qui avait quand même déjà 9 titres au total. Exactement, Margot, c'est vrai que ça fait du bien de se remettre un petit peu justement dans l'histoire de ce sport et raconter l'histoire extraordinaire de Surtees, champion du monde sur une Ferrari à l'époque bleue, les gars. Ça, c'est quand même assez fort de café. Plus récemment, on a vu aussi Valentino Rossi, qu'on a failli voir arriver en Formule 1. Raconte-nous cette histoire. Ferrari, C'était il y a une quinzaine d'années, justement, avec Ferrari, comme tu viens de le dire. Et la première fois qu'on a vu l'Italien en F1, c'était en 2004. Donc, c'était pour un test de façon occasionnelle, quoi. Il était invité et ça s'est bien passé. Il est revenu l'année suivante. Et en 2006, pour des essais hivernaux à Valence, avec tous les pilotes qu'on a pu connaître. Enfin, les pilotes F1, quoi. Et c'est cette année-là que tout aurait pu basculer tant pour sa carrière que pour l'histoire des sports mécaniques. Parce que lors du 3e jour de test à Valence, il a le 12e temps en 1 minute 12 secondes et 315 millièmes à 1 seconde 4 de Fernando Alonso. À cette période-là, il y a Schumacher qui s'approche de plus en plus de la sortie avec Ferrari. Il y a aussi Raikkonen qui arrive. Et le contrat de Rossi, c'est aussi important, c'est la fin avec Yamaha. Enfin, il s'arrête à la fin de l'année. Et son père l'a confirmé quelques années plus tard, c'est qu'à cette période-là, il y a une réelle réflexion. F1 ou MotoGP. Son entourage le poussait à aller en F1, surtout sa mère. Et il a finalement re-signé avec Yamaha courant de l'année 2006, pendant l'été. En plus, il perd le titre face à Nicky Hayden cette année-là. Mais bon, il a fait le choix du cœur et le choix de la raison, sachant que Luca Di Montezemolo a quand même dit qu'il aurait inscrit une 3e voiture si le règlement le lui permettait. À quel point Ferrari voulait Valentino Rossi. Et en 2009, il a encore eu l'occasion de venir en Formule 1, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il manquait de tests. C'était quand Massa a eu son accident. C'est ça, et son remplaçant était en grande difficulté. Badoer, ouais. Et bon, est-ce que Rossi aurait été meilleur avec aussi peu de tests? Même Brice aurait été meilleur. Non, mais ça, je me souviens, ça avait alimenté tout l'été et c'était. Est-ce qu'on rappelle pas Michael Schumacher? Il avait été rappelé. Il s'est blessé. Michael Schumacher Et Valentino il s'était blessé Rossi plus tôt dans l'année. Et c'est un lien avec la moto, parce que Schumacher ne peut pas monter dans la voiture, parce qu'à l'époque, il est blessé, il se blesse en moto. Bah, tu vois. C'est rigolo. Grand fan de moto aussi. Exactement. Et bon, finalement, Rossi, il n'a pas emprunté le même chemin que Surtees. Et après 2006, il a quand même encore marqué l'histoire en MotoGP avec 2 titres supplémentaires. Maintenant, il est en 4 roues. Il faut savoir que Rossi a quand même commencé en karting. Mais c'était trop cher. Et donc, il est passé à la moto. Et maintenant, il est en voiture en GT3. Alors, certes, c'est pas de la Formule 1, mais ça reste quand même du haut niveau en termes d'automobile. Alors, en t'entendant parler des 2 histoires, Surtees et Valentino Rossi, on a l'impression que c'est un peu une spécialité en fait de Ferrari, de lancer des pilotes moto, de les mettre en tout cas dans une monoplace à 4 roues. Oui, parce qu'après Surtees, on a connu l'un des plus grands champions en moto, qui est Giacomo Agostini, et qui a failli ne pas l'être du coup, puisqu'après son premier titre en 1996 en 500 avec la MV Agusta, Enzo Ferrari a tenté de le convaincre de rejoindre la Formule 1. Parce que Ferrari et Giacomo Agostini faisaient régulièrement des tests tous les deux sur le circuit de Modène, donc étaient amenés à se rencontrer plusieurs fois. Et jusqu'au jour où Giacomo Agostini il a cette proposition de tester une Formule 1, il le fait, et aussi de venir dans cette discipline-là. Et comme Rossi, il y a eu une longue réflexion, mais Agostini ne voulait pas trahir son sport, ne voulait pas trahir les 2 roues, d'autant plus qu'il commençait à rayonner, il n'avait qu'un seul titre, et Enzo Ferrari l'a très bien compris, et heureusement, parce qu'il a fait le choix de la raison, et derrière, c'est quand même 14 titres de champion du monde qui sont venus à s'ajouter à son palmarès, donc ce n'est pas négligeable. Après, aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué de revoir de tels changements, tant par la complexité des voitures en Formule 1, les budgets également, et inversement, avec les motos. Et
revoir des échanges dans ce style, ça paraît un peu rare. Ça serait rare, je pense, mais ça nous botterait bien, je pense, quand même. Ouais, ça nous plairait bien en tout cas chez les pistonnés. Margot, moi, la dernière question avant de donner la parole aux garçons. Avant la F1, Jacques Villeneuve nous a dit, lorsqu'on l'a eu en interview, avant la F1, on commence toujours par une autre discipline qui nous permet d'apprendre notamment le sens des trajectoires. Il y en a certains notamment, c'était le cas de Jacques Villeneuve qui lui nous avait parlé du ski comme meilleur apprentissage du sport automobile. Il y a certains grands champions aussi également de Formule 1 qui eux ont connu leur apprentissage sur moto. Comme Damon Hill. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Qui a écrit la chronique? Après, la particularité, c'est que déjà, lui, il baignait dans les sports mécaniques, il avait ça dans le sang avec son père, et quand son père est décédé, il avait 15 ans, si je ne me trompe pas, il s'est entre guillemets reconstruit, mais il y a eu sa passion pour le rock, d'une part, et aussi la moto, et la moto a pris beaucoup plus d'importance. Et il travaillait beaucoup pour ça, il a arrêté les études carrément, et il disait que la moto, c'était beaucoup plus excitant. Bon, je suis un peu d'accord avec lui, désolé. Tu vas pas le contredire. Et moi non plus d'ailleurs. Il a des étoiles dans les yeux. Ouais, Il adorait le rock, mais moi aussi, grave. Ton pilote préféré? Ouais, c'est l'un des deux. Mais bon, du coup, il est passé en Formule 1 parce que c'est sa mère qui trouvait ça trop dangereux. Donc, la moto de côté. Et il y a aussi Jean-Pierre Beltoise qui nous a quittés il y a quelques années maintenant et qui a été surtout multiples fois champion de France en moto. Et lui, par contre, son idée de base, c'était d'aller faire des courses en voiture. C'était l'objectif, mais c'était beaucoup trop cher à l'époque et la moto était beaucoup plus accessible. Ce qui est devenu différent aujourd'hui. La moto, c'est devenu très très cher. On est presque dans les mêmes budgets que la voiture maintenant. Mais en France, Beltoise, il a remporté 11 titres en 4 ans sur plein de motos différentes et du coup plein de catégories différentes. Après, il est passé sur les 4 roues et il a la carrière qu'on connaît. Mais en moto, il aurait pu rayonner aussi. Sachant qu'il est parti au moment où les marques japonaises commençaient à vraiment prendre beaucoup plus de place et qui étaient très très intéressées par lui. Exactement. Les gars, quelques petites réactions à ce très beau papier, ce super sujet. Ouais, j'arrive pas à me rendre compte s'il y a beaucoup de pilotes qui passent de 2 à 4 roues après à la fin de leur carrière, comme s'il y avait une sorte un peu de gentleman driver du motard qui devient pilote derrière parce que c'est peut-être moins dangereux et du coup plus accessible pour eux derrière une fois leur carrière complète. Non, il n'y en a pas tellement que ça. Là, récemment, il va y avoir Dani Pedrosa qui est parti en Lamborghini Super Trofeo. Ah ouais. Il y a aussi Louis Rossi qui est un ancien pilote Moto3 qui est français et qui a été en endurance, qui est en Ligue European Series. Son objectif, c'est les 24 heures du Mans. Mais il n'y en a pas tant. On pourrait citer Mick Doohan, mais qui est dans le monde de la F1 avec son fils, avec Jack Doohan en F2. Mais généralement, il n'y en a pas énormément récemment. C'est plus des pilotes qui vont se tourner vers l'endurance. Par exemple, j'ai interviewé Johan Zarco pour la conférence du Grand Prix de France et il m'a dit qu'il y pensait après. Il y en a beaucoup qui font ça, ou un peu comme Dani Pedrosa, qui à la base est un pilote test de développement pour KTM et qui est revenu d'ailleurs cette année à un moment donné en Grand Prix. Certains vont se diriger vers d'autres disciplines. Par exemple, Andrea Dovizioso, il est parti en cross. Bon, pas que ça n'a rien à voir, mais tu vois, ça reste quand même dans le milieu de la moto. Il reste dans cette, on va dire, de plus ou moins loin. Après, il y en a qui font complètement l'inverse. Olivier Jacques, champion du monde en 250 en 2000, et ben maintenant, il fait beaucoup de sport nautique et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu sur les circuits. Il y a pas... Enfin, c'est différent, il n'y en a pas beaucoup qui vont... il y a les grands exemples de Rossi et Pedrosa, mais voilà, c'est vrai, il n'y en a pas tant que ça en dehors de... Quand tu es dans le milieu d'automobile et que tu t'intéresses pas forcément à la moto, tu dis, c'est bon, ils viennent tous, mais pas trop. Après, Rossi, c'est Rossi. Donc forcément, ça aurait été marrant quand même. Hein. Justement, sur Rossi, j'aimerais parler faire un parallèle entre Valentino Rossi... Non, c'est pas le même. Il y en a beaucoup quand même. Hein. Non, entre Valentino Rossi et le pilote préféré de Brice, en l'occurrence Fernando Alonso, qui a fêté ses 42 ans. On rappelle cette ironie, samedi. En cas où... Ah bon donc Fernando Alonso, aujourd'hui, il a 42 ans, mais il performe toujours au plus haut niveau dans cette fameuse catégorie des chapeaux. Moi, je le mets dans chapeau 1 direct. Valentino Rossi aussi, il a piloté assez tard. Est-ce qu'il a performé à ce niveau à cet âge-là, et surtout est-ce qu'il a été critiqué, est-ce qu'il n'a pas fini trop tard peut-être? Valentino Rossi a fait le choix de courir jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus. C'est ce qu'il a dit.
Et il est allé jusqu'au bout. Il y a eu plusieurs périodes de déclin, forcément, parce qu'il y a eu le passage chez Ducati. C'est pas qu'il a été énormément critiqué, mais c'est que ça n'a pas marché. Il y avait le projet, enfin il y avait entre guillemets ce projet d'avoir un Italien champion du monde dans une écurie italienne. C'était sexy, ça donnait envie, mais au final 2011-2012, il fait que 3 podiums. Donc là, il y a eu une grosse période de déclin. Et ensuite, en 2017, en soi, tu peux pas trop critiquer Rossi dans le sens où il est allé jusqu'au bout, parce que c'est tellement le pilote qui fait le MotoGP. C'est grâce à lui que le MotoGP en est là aujourd'hui. Et à partir du moment où Rossi est parti, il y a beaucoup moins de monde qui s'est intéressé au MotoGP. Donc il n'y a pas eu trop de critiques. Justement, la critique limite, c'est pourquoi tu pars, quoi. Après, il y a un moment donné, c'est à partir de 2017 où il a de moins en moins performé, où il y a eu de moins en moins de victoires, où les podiums étaient de plus en plus rares. Donc c'est 2015, la dernière année où il lutte pour le titre face à Marquez, Malaisie, la chute avec. Oui, c'est 2015. la grosse. Oui, 2014. Depuis ce jour-là, j'aime pas Marc Marquez. Mais tu soulèves un sujet intéressant. Est-ce que Laurent Rossi restait trop longtemps en Formule 1, à ton avis? Voilà. C'est pour la J'aurais préféré voir Valentino. Je suis pas assez qualifié. Merci Margot, en tout cas, super Merci à papier. On s'est régalé. La MotoGP qui recommence à partir de ce week-end. Alors n'oubliez pas de suivre, bien sûr, Margot, tout simplement, la chaîne Margot GP, pour aller voir toute l'actualité de la moto et pas que de la MotoGP, parce que tu couvres plein de disciplines et on se régale à te suivre. Voilà les amis, pour Margot, c'est la rentrée. Pour nous, c'est les vacances, les chassés-croisés juillet, août. Les gars, vous avez beaucoup manqué pendant ces 3 semaines, un mois. Mais on va parler de Formule 1 via WhatsApp. C'est vraiment des salopards. Regarde, c'est des salopards. C'est pas grave. On se retrouve avec plaisir quand même. On t'aime, Manu, mais... Les vacances, c'est mieux. Je comprends bien. De toute façon, dans une semaine, tu vas me manquer. Là. N'oubliez jamais qu'on ne vous lâche pas pendant la trêve. Le grand doc des pistonnés, le grand reportage, le grand reportage des pistonnés sort normalement la semaine prochaine sur la chaîne Winamax. Restez connectés sur les réseaux sociaux des pistonnés. On vous tiendra au courant. 45 minutes en immersion, en inside, avec des portraits de Victor Martins, d'Isaac Hadjar et de Théo Pourchère, nos 3 mousquetaires de la Formule 2. Merci Margot, merci Brice, merci Hamza. Vive le soleil, le rosé, la plage, enfin bref, le rosé vous n'êtes pas obligé, avec modération. Paris, le soleil on connaît pas. Ouais, C'est là, vrai. non, il est pas Oui, trop c'est vrai, présent. ça va être compliqué. Bon courage Hamza pour le boulot, Ciao, en ciao. tout cas à la reprise du foot. Merci à Polo, merci aussi également à notre ami Chris, ils nous ont accompagnés. Bonnes vacances à vous aussi, nos gars sûrs de la régie. On se retrouve à la rentrée les amis, prenez soin de vous, ciao.